D'extrême gauche, nous avons le docteur Omar Cissé, ingénieur polytechnicien, chercheur, directeur de l'Institut africain de gestion urbaine, professeur associé à l'Université de Montréal, d'Alexandrie et de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, auteur de plusieurs ouvrages, conseiller municipal et départemental de Rufisque, président de Vision au Sénégal. Alors, professeur, comment vous faites pour être partout en même temps? Non, je ne suis pas partout. Bon, on profite quand même pour saluer nos amis qui sont là autour de la table. Vous nommez bien sûr M. Barkaba, que je suis avec beaucoup d'intérêt sur le plan des analyses. Mon frère ami que je viens de découvrir, M. Gueye, qui est aussi Moustapha, et un chercheur aussi comme moi. Alors, c'était juste une façon d'entrer dans le débat. Je continue la présentation avec votre permission. Moustapha Gueye, comme vous l'avez dit, chercheur et puis chroniqueur en même temps, avec qui nous allons partager ce plateau. Barka, qu'on ne présente plus, il est de la maison, c'est le consultant maison. Nous attendons également Carlos Sanchez, il est professeur d'université. Au téléphone, nous aurons Albert Bourgi, également un professeur en sciences politiques. Tariq Ramadan, qui est islamologue également, il va nous rejoindre également. Mais auparavant, nous allons à Paris. C'est pour retrouver notre correspondant Ibrahima Kamara, malheureusement qui est parti. Alors, je commence par le consultant maison, Barka. Alors, Macron-Le Pen, c'est une surprise pour vous? Pas tout à fait. Si on s'en tient au dernier sondage, selon les instituts les plus crédibles, c'était assez prévisible selon les sondages, même s'il faut se méfier des sondages et que, par définition, vu le contexte mondial, les sondages ont passé leur temps à se planter, à se tromper. Si on prend le cas du Brexit ou bien le cas mondialement célèbre de Donald Trump, que grand monde ne voyait pas à la tête des États-Unis. Pour cette fois-ci, quand même, les derniers sondages ont vu assez juste. Peut-être que les scores attribués aux uns et aux autres ont variablement changé, mais beaucoup donnaient quand même, les derniers sondages donnaient Macron en tête, suivi de Le Pen. Peut-être dans un mouchoir de poche, et c'est ce qui est arrivé. Et peut-être qu'on va avancer un peu plus tard dans l'analyse et dans l'explication de ce score. Mais ce que l'on peut bel et bien dire déjà, Papis, c'est que c'est un séisme politique qui va changer considérablement le visage de la Ve République en France. Voilà, nous allons partir tout de suite à Paris. C'est pour retrouver notre correspondant, comme je l'ai annoncé tantôt, Ibrahima Kamara. Ibrahima, bonsoir et merci d'être avec nous. Ibrahima Kamara, bonsoir. Oui, bonsoir, Fabrice. Alors, vous suivez pour nous cette présidentielle en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir tout de suite et maintenant, puisque nous sommes en direct avec vous depuis Paris? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a Emmanuel Macron qui, pour le moment, devance le candidat du Front National, Marine Le Pen. Donc, pour le moment, on peut retenir que les résultats partiels qui viennent de tomber donnent vainqueur Emmanuel Macron, qui devance le candidat du Front National, Marine Le Pen. Alors, ce qu'on peut retenir aussi, Pape Diaw, c'est qu'il y a eu quand même un léger baisse sur le taux de participation des électeurs aujourd'hui par rapport aux élections présidentielles de 2012. Aujourd'hui, Emmanuel Macron qui passe au second tour, beaucoup de personnes pensent que c'est le candidat qui est le réceptacle du rejet des citoyens français, car que ce soit les partis traditionnels de gauche ou de droite ont failli aujourd'hui. Personne d'entre eux n'est pu arriver au second tour. Voilà, donc si vous n'avez peut-être une question, quelle a été la réaction des Français dès la sortie de cette première tendance? Alors, leur réaction, c'est... Surpris ou ils se sont conformés au sondage également, c'est une confirmation des sondages quelque part? Oui, oui, bien sûr, c'est une confirmation des sondages, puisque même si Emmanuel Macron, à un moment donné, était beaucoup appuyé par beaucoup d'autres personnes de la droite, c'est-à-dire les fondeurs, si on peut s'exprimer ainsi, car Benoît Hamon, qui était aussi le candidat de la gauche, n'était pas très appuyé, ni encore
soutenu par ses partisans de la gauche. Ce sont tant de choses qui ont permis à Emmanuel Macron d'en profiter aujourd'hui. Il a su profiter de ce grand boulevard qui a été ouvert, car à droite, il y avait François Fillon, à la gauche, Benoît Hamon, qui n'ont pas pu relever les défis de leur parti, car depuis la primaire, ils n'ont pas pu quand même faire une très grande différence. Et ça se sentait depuis la campagne électorale. Aujourd'hui, les sondages ont eu raison. Emmanuel Macron s'en sort pour le moment avec 24%, suivi de Marine Le Pen à 21%. Voilà, Ibrahim Kamara, on vous garde en repérage à toute fin utile pour justement intervenir et nous apporter certainement quelques précisions sur cette soirée électorale en France, mais un peu partout dans le monde, parce que la France a une représentativité. Elle a une signification. Professeur Moustapha Gueye, chercheur et chroniqueur, la même question que j'ai posée à Barkaba, ce duo, Le Pen-Macron, ce n'est pas une surprise, mais ça fait peur ou ça ne fait pas peur finalement? Parce que c'est ça l'enseignement, Le Pen encore dans la course. Oui, c'est vrai que ça peut interpeller la police de notre conscience, nous autres Sénégalais, quand on voit que Marine Le Pen est en pole position pour aller au deuxième tour. Bon, mais ça ne sera pas une chose nouvelle dans le dispositif politique en France, surtout pendant les élections présidentielles, puisque d'emblée, on avait connu une candidate née à Dakar, d'ailleurs, Ségolène Royal, qui a été au deuxième tour avec Nicolas Sarkozy. Et finalement, elle a été battue démocratiquement. Mais seulement, nos appréhensions, nos peurs, nos craintes par rapport à l'avènement de Marine Le Pen au second tour nous montrent quand même que la France, qui était complètement encagoulée dans un soi-disant une France bleu black beurre, une France de fraternité, de liberté, risque avec la nomination de Marine Le Pen de se démasquer. Et je vois que la France aussi ne doit pas se recroqueviller devant cette politique, n'est-ce pas, lepéniste, pour pouvoir mener en tout cas une guerre contre ce qui est supposé être maintenant l'islamophobie, la négrophobie et l'arabophobie. Et je crois qu'il faudrait peut-être que la France revienne, en tout cas, à la raison, d'autant plus que la France est un pays universellement connu avec son histoire, son passé. Mais d'emblée, avant de commencer, je voulais d'abord féliciter la RFM, vous-même, la télévision Futur Média, d'avoir pris cette initiative aussi importante, parce que sinon, un événement aussi important que l'élection présidentielle en France ne pouvait pas être aperçu comme de l'ombre, compte tenu de nos relations historiques avec la France. Nous y reviendrons, Moustapha. Alors, je vais m'adresser au docteur Omar Cissé. Moi, je vais poser une question relative au nombre de candidats. Parce qu'il me semble qu'il y a une explication, peut-être. 11 candidats dans une présidentielle en France, c'est un nombre inédit. Alors, on est tenté de penser parfois, est-ce que ce n'est pas une désacralisation de la fonction présidentielle, les échecs multiples des deux présidents qui font que, finalement, chacun estime être en mesure de présider au destiné de la France? Merci, M. Diaw. Donc, je remercie tout le monde et puis mon honneur d'être de partager ce plateau avec vous tous. Moi, oui, c'est un constat, mais moi, je le vois un peu différemment. Je me dis aussi, dans cette élection, il est bon de questionner même la place des partis politiques. Au fur et à mesure, on se dit, mais est-ce que le parti politique, dans sa vocation intérieure, il sert à quelque chose? Quand je vois la trajectoire d'Emmanuel Macron, il crée un mouvement, presque un mouvement citoyen, moins d'une année, basé sur des plateformes numériques, par rapport à son candidat, sa famille naturelle originelle, le Parti socialiste, ou un grand parti, et ainsi de suite, qui n'arrive même pas, qui est presque à 4 fois, je ne sais pas si on confirme les scores de Hamon, mais sur les sondages, il était quand même à 4 fois moins ou 5 fois moins. Quand même, ça c'est un signe important. Donc, je me dis, par rapport au nombre, peut-être ce qu'il faut davantage retenir, peut-être c'est maintenant l'absence de bipolarité. Vous savez, à l'époque, nous aussi, on l'a vécu. Hein? On avait de très grands partis et des leaders charismatiques, inamovibles, historiques, qui vraiment incarnaient le parti. Aujourd'hui, on dirait que ces deux aspects-là commencent à s'effondrer.
le parti n'est plus attractif. Tout le monde, certains disent même, est-ce que le parti, c'est pas la fin des partis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le parti n'est plus attractif. Et nous n'avons plus, quand même, durant cette campagne, on a bien senti que le charisme n'était pas la chose la plus partagée. Donc on a plus ces leaders historiques et ainsi de suite. Donc cet effritement, bien sûr, comme maintenant on parle d'un quartet, on parle d'un quintuplé, on parle même d'un sextuplé, ça veut dire qu'on va voir la pléthore. Mais à l'époque, peut-être qu'il y a des gens qui sont partis pendant à 3 reprises des élections, qui avaient 0,5% et qui continuent à y partir. Peut-être l'absence de bipolarité, avec des candidats très forts, portés par des partis très forts, nous laisse entrevoir qu'il y a une multitude de pôles. Donc, moi, je le verrais plutôt sous cet aspect. Quoi. Parce que 11, quand je compare à nos élections, on était aussi peut-être à 14. Je ne vois pas tellement pour moi, la question ne se situe pas à ce niveau-là. Voilà. Carlos Sanchez. Charles Sanchez. Excusez-moi. Donc, Charles Sanchez. Excusez-moi. Alors, on m'a mis Carlos. Ben, on s'en excuse. Alors, Monsieur Sanchez, donc, ma question est la suivante. Je vais m'arrêter un peu sur Macron et Le Pen. Macron qui annonce qu'il n'est ni de la gauche, ni de la droite. Marine Le Pen qui est de l'extrême droite. Alors, comment on peut expliquer cette finalité ou ces deux finalistes? Oui. Par rapport au choix des Français qui ont porté quelqu'un, 23%, c'est énorme, pour quelqu'un qui n'est ni à gauche, ni à droite, mais qui est issu antérieurement de la gauche. Oui. Je crois que les résultats de ce premier tour confirment justement cette envie des Français de sortir justement de cette polarisation entre la gauche et la droite. Parce qu'on a justement deux candidats qualifiés pour le second tour, dont l'un ne se réclame ni de la gauche ni de la droite, et dont l'autre est de l'extrême droite. Mais je pense que le débat central qui était posé pendant cette élection et que très peu d'observateurs ont perçu, ce n'était pas finalement sur les positions entre des idéologies de gauche et des idéologies de droite, mais plutôt entre une France refermée sur elle, plutôt souverainiste, protectionniste, et une autre France plutôt européocentrée, ouverte sur le monde, mondialisée, ouverte sur la jeunesse, et une autre France qui est incarnée par une France rurale, etc. Donc je pense que, comme il l'a dit le professeur, il y a effectivement une crise aujourd'hui qui se reflète au niveau démocratique et qui met à mal un peu les partis traditionnels. Et c'est là aussi où s'inscrit un peu cette victoire de ces deux candidats-là. Donc je crois que c'est comme ça d'abord qu'il faut dans un premier temps l'analyser. Si cette élection était un référendum, la question qui serait posée aux Français, ce serait est-ce que vous voulez continuer à être, j'allais dire, le moteur de l'Europe avec l'Allemagne, ou est-ce que vous voulez plutôt vous replier comme les Anglais, ou plutôt adopter une position un peu américaine de non-interventionnisme, parce que c'était ça dans le débat de Alors j'ai envie de vous relancer en vous demandant là, c'est quoi l'avenir de l'idéologie finalement? On s'appuie plus sur l'idéologie pour faire un choix politique. C'est des circonstances. C'est quoi l'avenir de l'idéologie dans la politique mondiale? Alors je crois qu'il faut aujourd'hui refonder quelque part la démocratie. Il faut réfléchir de nouveau sur ce que c'est que la démocratie à l'ère aujourd'hui du numérique, comme on le dit, à l'ère du digital. Il faut repenser aussi les idéologies, parce qu'on est dans une sorte de mort des idéologies. Si vous regardez d'ailleurs les différents programmes de tous les candidats, du point de vue social, il y avait pas mal de choses. Ils se ressemblaient plus ou moins tous, que ce soit Mélenchon, Fillon. Sur le plan social, ils avaient plus ou moins les mêmes propositions. Alors la grande différence, c'était vraiment sur l'Europe. Rester dans l'Europe, continuer avec l'Europe, et notamment sur les choix de fiscalité. Donc ceux qui incarnaient plutôt la droite et l'extrême droite voulaient un allègement des impôts, etc. Et ceux qui incarnaient plutôt la gauche voulaient augmenter les impôts, etc. Donc plus imposer les Français pour mieux redistribuer. Je crois que fondamentalement c'est cela. Et c'est ce choix-là qui reflète aujourd'hui, j'allais dire, cette division qu'on a en France entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. Cela dit, Macron a eu une stratégie payante.
parce que, on l'a dit sur le plateau, c'est quand même un transfuge de la gauche, c'est un transfuge du PS, et tout le monde sait que l'Élysée a soutenu Macron, c'était le candidat de l'Élysée. Donc moi j'ai l'impression quelque part, avec tous les ralliements qu'il y a eu, que bon, on chasse le PS par la porte, mais il va revenir par la fenêtre. Donc candidat ni de la gauche, ni de la droite, je suis un peu sceptique. Voilà, peut-être candidat du centre-gauche. Alors, Barka, sur ces idéologies, je pense que vous avez quelque chose à préciser. On va vers quoi on peut se prévaloir de ne pas être dans une idéologie. Pourtant, c'est celle-là qui vous a porté aux affaires et finalement, vous vous retranchez. Et les Français votent pour vous, finalement. Oui, Papis, vous avez bien fait de poser la question, on va vers quoi? Moi, je pense qu'on vient d'assister à un grand saut dans l'inconnu. Et un des enseignements que l'on peut tirer après toutes les analyses, c'est que la France est profondément en crise. Le modèle démocratique français est en crise. Papis, rendez-vous compte, le candidat officiel du Parti socialiste, Benoît Hamon, est à 6%. C'est-à-dire, pour qui connaît un peu, c'est-à-dire que peu ou prou l'histoire de la politique en France ou bien l'histoire de la gauche, on assiste aujourd'hui à un effondrement total du Parti socialiste, avec un candidat qui non seulement n'est pas qualifié, mais qui se retrouve à 6%. C'est historique et c'est du jamais vu dans l'histoire politique récente sous la Ve République. On a un candidat qui est quasiment certain de devenir le prochain président de la République, Macron, parce que ce qui risque d'arriver sans qu'on ait à lire dans le marque de café ou à jouer au Khoy, c'est qu'il y aura un tir de barrage contre l'extrême droite. On va assister à une sorte de remake de 2002, quand il y avait le père Le Pen qui s'était qualifié à la surprise générale au second tour en éliminant Jospin, et que Chirac s'est retrouvé avec un score quasi stalinien au deuxième tour avec près de 86% ou 82%. Donc je pense que toute proportion gardée, on risque d'assister à ce scénario et qu'on peut déjà bel et bien dire que, sauf tremblement de terre, que Macron va devenir le prochain président français. Alors, si cela advenait, à quoi on a assisté? C'est-à-dire que voilà un gamin, parce que c'est quasiment un gamin, puisqu'il a 40 ans, à peine. Inconnu du grand public il y a moins d'1 an, qui arrive avec beaucoup de culot et avec une bonne dose d'opportunisme à déplacer le curseur, qui a des opinions assez floues, un peu de gauche, qui prend une pincée de gauche, une autre pincée de droite, qui mélange le tout, qui se positionne au centre, qui est quelque part soutenu par le grand capital parce que c'est un banquier d'affaires issu de la banque Rothschild, etc., qui arrive avec des techniques de campagne à l'américaine qu'il a piqué chez Barack Obama, parce qu'une bonne partie des gens qu'on ne voit pas qui sont derrière la machine Macron, parce que c'est une machine bien huilée, des gens qui sont très modernes, qui ont compris comment ça fonctionne dans les réseaux sociaux, qui ont quasiment fabriqué un candidat clé en main, en fonction des humeurs et qui ont le nez visé sur les sondages. Ils arrivent, ils sondent. Qu'est-ce que les Français détestent chez la droite? Qu'est-ce qu'ils aiment chez la gauche, etc. On fait un mélange de tout et après ça donne un président. Alors, je ne suis pas en train de critiquer ce choix. Les Français sont souverains, ils savent ce qui est bon pour leur pays. Nous, on est de simples observateurs. Mais généralement, l'histoire montre que les candidats opportunistes qui n'ont pas réellement de colonne vertébrale, qui n'ont pas de conviction forte, c'est des gens qui vont naviguer au gré de leurs petits intérêts du moment. Et je dis qu'on est en pleine crise de régime parce que Macron, président au deuxième tour, il va gouverner avec quelle majorité à l'Assemblée? Ça, c'est une grande question, c'est une grande équation qui se pose déjà parce que c'est quand même des appareils politiques traditionnels, même s'ils sont aujourd'hui complètement décrédibilisés comme le Parti socialiste ou la droite française, qui étaient majoritaires et à l'Assemblée et au Sénat. Est-ce que la bombe Macron, parce que j'appelle ça une bombe, la déflagration Macron, va aussi emporter le système parlementaire qui lui permettra de gouverner? Moi, je pense que la France a fait un grand saut dans l'inconnu. On va observer pour voir comment ça va se passer. Nous allons en parler plus tard dans les perspectives. Alors, Moustapha Gueye, je voulais revenir avec vous sur ce qui a été essentiel
pendant cette campagne, vous l'avez suivi certainement. Oui. Il a été question de terrorisme, de sécurité, d'emploi, d'environnement. Oui. Qu'est-ce qui vous a été, à votre avis, qu'est-ce qui a été central? Qu'est-ce qui a orienté un peu les choses? Qu'est-ce qui a été déterminant? Tout à fait. Voilà, ce qui a été déterminant, c'est l'équation sécuritaire qui s'est posée en France. Parce que la France s'est sentie secouée dans sa chair. Et surtout au cœur de Paris, notamment les Champs-Élysées qui sont... les Champs-Élysées représentent à Paris ce que le nez représente pour le visage. Et c'est là où les terroristes ont frappé. Mais seulement, il y a un certain... Il faut pas faire d'amalgame entre les terroristes et les musulmans, justement, pour essayer de récolter la voix de tous ceux qui sont islamophobes, négrophobes, etc. Moi, je crois que ce sont des obscurantistes, des déviationnistes, des maillons, des embryons de jeunes qui, quelque part, s'éclatent par-ci à gauche. Mais ce ne sont pas les musulmans aussi. Parce que là aussi, il faut essayer de laver les musulmans des calomnies qui sont en train de les défigurer, malheureusement. Parce que dites-vous aussi que ce sont les musulmans qui ont libéré la France dans la Première Guerre mondiale, la bataille de Dardanelles, Toulon, etc. Parce que la France aussi était embrigadée dans une guerre, la Première Guerre mondiale, et les tirailleurs sénégalais, avec eux des musulmans, surtout dans l'armée de Omar Foutiyou Tall, qui ont laissé beaucoup de victimes à Salonique, par exemple en Grèce, avec 1225 morts, avec le fils de Fallou Fall, le fils de Cheikh Fall, pour parler du cas sénégalais, Ahmed Sy, le fils aîné de Sidi Hadj Malick, qui ont laissé leur vie. Et pour la France, cela veut dire que donc, il faudrait que la France rebobine le film de son propre histoire. Alors, je voudrais par là dire que est-ce que le discours sur la sécurité a convaincu, a influencé l'électorat français? Mais absolument. Si toute la France s'est recroquevillée derrière cette dame-là, qui se veut être la Jeanne d'Arc de la France, le porte-drapeau d'une France à violence zéro, à terrorisme zéro, à immigration zéro, à arabe zéro, à nègre zéro, ben, c'est vrai que l'équation sécuritaire s'est vraiment posée. Et je crois que ça a beaucoup dopé son électorat d'ailleurs. Alors, professeur, vous envisagez quelle photo en faisant allusion à l'environnement social de la France à l'issue de cette élection, si Macron passe, si Le Pen, avec toutes les hypothèses éventuelles, même si Barca est optimiste en pensant que c'est Macron qui va passer? Oui, je pense que si on continue à donner raison aux sondages tels qu'ils se sont manifestés, parce que quand même, je pense que le quartier de tête, les sondeurs l'avaient prévu. Et même avec un tel type de classement, ils ont prévu aussi un resserrement entre Mélenchon et Fillon. Et ils ont prévu aussi une distanciation assez forte par rapport à Macron. Donc si ça se confirme, l'autre point des sondeurs aussi, c'est de dire, comme l'a dit Marca, qu'il y aura une victoire écrasante de Macron. Ça, c'est aussi tout le cocktail du sondage qui a été fait. Mais je voudrais commenter un aspect. Oui, Marca l'a dit tantôt, la place de Hamon. S'il est assis, si se confirme qu'il est à 6%, peut-être à 4 fois moins que Macron, peut-être même il serait à 3 ou 4 fois moins que Mélenchon. Parce que quand même, oui, le Parti socialiste en tant que parti appareil n'est pas présent, mais un bon score de Mélenchon signifierait aussi que la gauche existe encore. Et puis, c'est une gauche plus radicale, plus révolutionnaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qui ferait, parce qu'en fin de compte, 23, 21, 19, on est encore, je pense, même si le classement va éliminer 2, on est quand même dans un mouchoir de poste. Donc je pense que la faille des appareils paraît expliquée. Parce qu'on l'a vu même dans la campagne. Même à un moment, on ne voulait même plus se dire que je suis le candidat d'un seul parti. Parce qu'on a vu tous les contournements que les gens ont fait des partis. Regarde, les gens se créent des mouvements citoyens. Mais ils vont plus loin. Même la primaire est une forme de contournement des partis. À l'époque, mais c'était le secrétaire du patron du parti qui était tout un candidat naturel. Au fur et à mesure qu'ils ont senti une grande désaffection des citoyens par rapport au parti, ils ont voulu faire valider même la candidature du parti par la population. Donc je pense que quand même, il y a ces explications-là qui sont extrêmement importantes. Maintenant, la politique, il y a beaucoup d'opportunisme là-dedans. En essayant de... C'était l'imprécision qu'on qualifie dans le programme de Macron à des fins plutôt très politiciennes. Cette même opportunisme peut l'amener, je le pense aussi peut-être, à aussi surmonter d'autres obstacles.
même si aussi, à ce niveau-là, je pense l'emprise de la question sécuritaire, je la nuancerai un peu, parce qu'elle est bien sûr présente à travers Marine Le Pen, elle le serait aussi à travers Fillon, elle l'est peut-être un peu moins par rapport à certains autres candidats. Et surtout qu'il y a les derniers événements, même sur les attaques. Regardez ce qui s'est passé avec le bus de Dortmund. Il y a quand même maintenant une tendance à la manipulation de certains événements de gangstérisme pur, qui profitent de l'ambiance. Là-bas, le gars cherchait uniquement à faire fructifier les actions et pour faire une spéculation. Et donc, je pense qu'après ça, il y a quand même une certaine forme de raison qui revient. Ce qui est dangereux, comme l'a dit M. Gueye, c'est qu'on commence à banaliser la présence du Front National au second tour. En 2002, c'était quasiment un séisme. Cette année, personne n'a pensé le contraire. Au contraire, on se disait que c'est sûr qu'elle va y aller, mais quel va être son score. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même une grande lecture qu'il faut faire par rapport... Surtout, il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup commenté. Un président de la République, quelqu'un qui est au pouvoir, qui peut encore se présenter, et qui renonce à se présenter sur la pression de l'opinion, à travers, bien sûr, sa popularité. Ça vous dit beaucoup de choses, ça. Beaucoup de choses. Moi, cet événement est extrêmement fort. Et je pense que c'est un événement un peu rare. Parce que souvent, les gens se disent, mais oui, un président de la République, un parti, l'essentiel, il n'a qu'à détruire ses adversaires et tout est garanti. Mais les adversaires d'un parti, c'est le parti lui-même. Tes adversaires, c'est ton bilan, c'est ton action. Les populations sont suffisamment éveillées pour savoir que tes adversaires, c'est toi-même. Même s'il n'y avait aucun parti sur place, le mécanisme de toute la technologie qui existe, tout le numérique qui existe, permettront facilement de sécréter un parti qui pourrait porter, ou une personnalité qui pourrait porter la contestation et te faire tomber. Mais là, c'est la pression de la rue, de l'opinion qui a amené à ce que le président en exercice renonce à se présenter. Ça, c'est très fort et on pourra revenir là-dessus prochaine fois. Tout à fait. Justement, par rapport à Hollande, Sanchez, faudrait-il en rire ou en pleurer? On n'en parle presque pas. C'est à la limite historique. On se pose encore des questions. Hollande, c'est une erreur de l'histoire, c'est une catastrophe entre guillemets. C'est quoi finalement? De mon point de vue, Hollande a été le président qu'il fallait pour la France pendant cette période. Très sincèrement, je le pense, et je pense qu'il n'a pas eu un mauvais bilan. Je pense qu'il a assez bien géré dans ce contexte de crise, la France frappée par des attentats. Il a laissé quel héritage finalement? Il faut être précis, c'est quoi son héritage finalement? La France frappée par des attentats. Mais je crois que Hollande a eu beaucoup de peine à incarner en fait ce que symbolise le président dans la Ve République. Il n'a pas réussi à habiter justement ce président à la De Gaulle, à la Mitterrand, dans une moindre mesure à la Jacques Chirac. Et c'est ce que les Français quelque part lui ont reproché. Je crois que... c'est un problème de charisme. Hollande est ce que moi j'appellerais un président post-démocrate, c'est-à-dire qu'il voulait gouverner sans vraiment régner. Ça, c'est une chose. La deuxième lecture qu'il faut avoir de ça, c'est que Hollande, même en gagnant les primaires, était déjà contesté à l'intérieur de son parti. Il n'a presque pas été soutenu par l'appareil Parti socialiste quand il a pris le pouvoir. Ça, c'est le deuxième niveau de lecture. Le troisième niveau de lecture, je crois qu'il avait fait une promesse qui était majeure, qui était vraiment le cœur de sa campagne, c'était de relancer l'économie française. Chose qu'il a échoué à faire. Je crois que tirant les conséquences de cela, il a soit eu la lâcheté de ne pas y aller au risque de vivre une déroute, ou alors avoir l'autre lecture, c'est qu'il était assez grand pour finalement se rendre compte qu'il a échoué et assumer cet échec-là. Donc on peut avoir ces deux lectures-là. Alors quel bilan Hollande va laisser? Il va laisser justement le bilan de cette crise des partis-là que nous avons aujourd'hui, où on peut avoir un chef qui n'est pas capable d'être un capitaine, et c'était ça quelque part. La deuxième chose qu'il va laisser dans son bilan, c'est qu'il va obliger les Français à rediscuter leur constitution actuelle. Personne ne l'a dit, et ça je pense que Mélenchon était le seul parmi les candidats à l'avoir mis dans son programme, donc aller vers la 6e République. Je pense que quelque part, on va vivre aussi la même crise que Hollande a connue pendant son mandat, avec Emmanuel Macron s'il devient président. Et donc, quel bilan Hollande va laisser? Il va laisser le bilan d'un homme quelque part qui
qui aura réussi à porter la France sur le plan sécuritaire, à faire rentrer de nouveau la France-Afrique dans les relations franco-africaines, sans vraiment être capable de relancer l'économie française et sans être capable aussi quelque part de rediscuter les relations entre l'Allemagne et la France dans l'Union européenne. Justement, vous me permettez de rebondir sur ça pour Barka. Vous parlez de relancer l'économie. Certains pensent qu'elle ne peut pas se faire, l'économie, sans l'Union européenne. Et le constat, en regardant les chiffres, 21% des Français n'en veulent pas parce que Le Pen incarne la rupture totale avec l'Europe. Absolument. Elle ne s'en est pas cachée et elle avait dit qu'une fois élue, la première chose qu'elle ferait, c'est de sortir de l'Europe, carrément. Elle, c'est même pas de négocier le traité européen ou de le revoir dans les grandes largeurs, c'est de dire carrément que son programme, c'est de sortir non seulement de l'Europe, mais de sortir de l'euro et de créer une nouvelle monnaie, si ce n'est revenir au fameux franc français. Donc là, on a la France fermée, elle est vraiment une partisane acharnée de la France fermée, repliée sur elle-même, qui veut renouer avec une grandeur fantasmée, hein, parce que, qui n'existe pas, qui n'existe que dans son imagination. Et ceci fait justement que Le Pen, père et fille, peuvent être de très bons candidats protestataires, mais une fois qu'ils franchissent le premier tour, il y a une sorte d'effet de rejet, d'épouvantail, parce que tous les gens sérieux savent que leur programme est quasi inapplicable. Même si la progression constante du Front National depuis la qualification en 2002 du père Le Pen ne cesse d'augmenter. Et je disais tantôt que la France vit une crise majeure. Elle n'est pas que simplement économique, c'est une crise identitaire. Un Front National à 22% ou à 23% montre que la France est une société malade, quoi qu'on dise. Et qu'on n'en a pas encore fini avec le Front National. Heureusement, peut-être pour le système démocratique français, que les scores du Front National à la présidentielle se reflètent difficilement sur le plan législatif, parce que Mitterrand, dans son machiavélisme en tant que président de la République, avait réussi un peu à verrouiller le système électoral, de sorte que le Front National a du mal à percer sur le plan législatif. Donc, ceci étant dit, Macron au premier tour qualifié, suivi de Le Pen. L'autre lecture que moi je ferais, c'est de regretter un peu qu'un candidat formidable comme Mélenchon, qui de loin était l'un des candidats, de la campagne, hein. Une des vitrines de cette campagne, qui a eu des propositions extrêmement généreuses. Si Mélenchon était arrivé au pouvoir, au moins pour nous, Africains, il y a au moins des choses qui auraient été claires très là, on va parler de la France-Afrique. Okay. Je ne veux pas qu'on anticipe Barka. D'accord. Alors, Moustapha Gueye, l'immigration, qui est une question centrale aujourd'hui, qui dérange et qui arrange certains peut-être, hein, c'est selon. Alors, comment est-ce qu'on peut l'envisager aujourd'hui? Avec le changement qui va s'opérer, c'est sûr qu'il y aura un changement. Hollande n'est plus aux affaires. Ce sera Macron ou Le Pen. Moi, je suis dans la garantie. Comment est-ce que vous envisagez cet avenir en termes d'immigration avec la France, l'Afrique? Oui, c'est-à-dire que l'immigration est devenue un fonds de commerce pour les hommes politiques français. Il faut l'avouer. Parce que ça me rappelle un peu aussi, nous autres Africains, à chaque fois qu'on veut chercher des alibis, on tape sur la colonisation française, les colons ceci, les Français ceci, alors que le problème c'est en nous-mêmes, nous les autres Africains. Nous devons faire une introspection et voir en réalité nos problèmes. Je crois que c'est le même cas en France. Les Français, souvent, quand ils veulent faire s'ils veulent récolter des voix, ils tirent sur l'immigration comme des boucs émissaires, etc. Alors que l'immigration française, tout le monde le sait, est née d'une période où la France avait besoin d'une main-d'œuvre africaine, et surtout, même pas seulement la main-d'œuvre, en matière de travail, même durant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, la France n'est une grande France que par rapport à l'Afrique, par rapport à son empire colonial. Mais une France toute seule, comme le veut la dame Le Pen, recroquevillée sur elle-même. Vous savez que cette même France a failli être menacée par
par la puissance économique et militaire des États-Unis. C'est là où un jeune Sénégalais est sorti de son Joal natal pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la francophonie, pour essayer de sauver la langue française, pour sauver la France avec la mise en place d'une organisation, qui s'appelle la francophonie. C'est-à-dire pour essayer de sauver la langue française. Alors, imaginez maintenant que ces dames-là viennent au pouvoir, que deviendra la francophonie, que deviendra le sommet France-Afrique. Et vous savez aussi, même si Macron est élu ou autre, je crois que Macron devra faire des cours de rattrapage, parce que la France a perdu beaucoup de son élan en Afrique. Même élu, Macron devra faire un cours de rattrapage, parce que vous savez, avec les pays émergents comme la Chine, l'Inde, la France a perdu beaucoup de sa présence en Afrique. En Afrique. Alors, je vais vous interrompre, M. Moustapha Gueye. Nous avons en ligne le professeur Albert Bourgi depuis la France. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi depuis l'entame de ce débat. Il y a deux options. Votre débat, là, malheureusement, je n'ai pas... J'ai suivi que la fin, mais j'imagine que peut-être dire deux mots des résultats qui sont sortis, en tout cas des urnes pour le premier tour. Allez-y, donc c'était pour vous mettre à l'aise. Oui. Allez-y, professeur. Oui, non, simplement pour dire que c'est vrai que dans l'absolu et dans l'histoire politique, dans l'histoire électorale de la Ve République, de ces 30-40 dernières années, c'est un véritable séisme, puisqu'il s'agit tout simplement pas de la disparition, mais de l'effondrement des partis traditionnels. Des partis traditionnels qui ont, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, en tout cas, gouverné la France. Soit la droite, soit la gauche, c'est-à-dire soit ce qu'on appelle aujourd'hui les Républicains, qui étaient l'UMP, qui étaient les gaullistes en général, soit le Parti Socialiste, notamment à partir de 81, avec la victoire, bien sûr, de François Mitterrand, et par la suite, bien sûr, la victoire, on l'a vu, de François Hollande. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, à mon avis, un cas de figure qui est un peu inattendu, qui vient en quelque sorte peut-être bouleverser la scène politique et pourquoi pas remettre en question même. Remettre en question, il faut bien le dire, les structures d'un certain nombre de partis politiques. Prenez le cas du Parti Socialiste, le score qu'il fait aujourd'hui, j'en parle parce que moi-même, disons les choses comme elles sont, je suis plutôt proche du Parti Socialiste, j'ai une carte du Parti Socialiste, c'est-à-dire le Parti Socialiste va se retrouver tout simplement sans moyens financiers. On ne peut pas entretenir un grand parti politique quand on n'exerce pas le pouvoir, ou quand on n'a pas, ma foi, à défaut d'exercer directement le pouvoir, notamment la présidence de la République, l'élection au suffrage universel, mais les élections législatives, c'est-à-dire les députés, puisqu'une partie des députés reverse aussi une somme aux partis politiques qui les a fait élire. Vous voyez, donc c'est un vrai problème, je dirais, d'ordre à la fois politique, d'ordre partisan, mais peut-être aussi qui peut mettre à mal les structures qui existaient jusque-là. Jusque-là. Alors, professeur, on ne sait pas si vous allez rester avec nous tout au long de ce débat, mais il y a une question. Nous sommes des Africains, nous sommes au Sénégal. Bien sûr, précisément. Je suis, mon cher ami. Alors c'est tant mieux, professeur. Donc, nous surfons un peu dans la proximité entre le Sénégal et la France, ou l'Afrique et la France, avec tout ce que ça représente. Oui. Alors, avec ce duo, Macron-Le Pen, comment est-ce qu'on peut envisager les deux cas possibles, parce qu'il y a deux potentiels vainqueurs. Oui. Alors, entre l'Afrique et la France, ça devrait se passer comment? Mais moi, dans les deux hypothèses qui se présentent à nous aujourd'hui. J'imagine, vous savez, on a vu le comble, en tout cas, de ces dernières semaines de campagne électorale, c'était le voyage de Marine Le Pen au Tchad. Elle est allée rendre visite à Idriss Déby. Je ne sais pas si elle est allée le voir en tant que président de la République tchadienne ou ancien président en exercice de l'Union africaine. Disons, les deux casquettes, sans doute, lui ont plu. Bon, et puis il y a une armée française qui est là-bas déployée, l'opération Barkhane, etc. Il y a un certain nombre d'éléments qui l'ont conduit, sans aucun doute. Mais je pense qu'au-delà de ça, bien sûr, l'extrême droite en tant que telle, à travers les idées, à travers la politique qu'elle veut appliquer, je pense notamment à tout ce qui touche à l'immigration, tout ce qui touche aux réfugiés, tout ce qui touche tout simplement aux droits qui sont reconnus aux non-français encore aujourd'hui, à ceux qui ont des cartes de séjour. Si vous voulez, il y a véritablement, je crois que le Front National constitue un véritable danger. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On n'a pas le droit presque d'hésiter dans le choix du candidat qu'il faut choisir lorsqu'il s'agit d'un affrontement tout au moins l'affrontement entre un candidat
du deuxième tour, ce qui est Macron, bien évidemment, qui n'appartient pas à un parti politique en tant que tel, mais disons une constellation politique qui est disons, acceptable, une Marine Le Pen qui, ma foi, vous savez, remet en cause un certain nombre de choses. Je pense notamment à ceux d'entre nos compatriotes qui ont des cartes de séjour et qui ont besoin d'être renouvelées et qui peuvent être purement et simplement mis en danger. Je crois que c'est clair et net. L'élection de Marine Le Pen est une catastrophe. Catastrophe pour les Français en tant que tels, catastrophe également pour nous, pour l'Afrique, pour tous ceux qui ont des relations proches et qui ont des nationaux quand même qui vivent. Il y a des centaines de milliers, il y a 1 million d'Africains en France qui, ma foi, peuvent être mis en danger. Je ne sais pas si vous aviez vu une fois une émission où une fille qui disait « Moi, je suis française, je suis d'origine africaine, mes enfants sont français, mais je suis moi-même africaine, pour le moment, je n'ai pas la nationalité, que dois-je faire ?» Puisqu'on disait que, voilà, il faut lui supprimer son boulot pour y mettre à la place un Français, un franco-français. Je crois franchement qu'il n'y a pas à hésiter. Macron, bien sûr, c'est pas un parti politique, c'est une alliance bizarroïde qui va de la droite vers la gauche, sans aucun doute, sur le plan purement et simplement partisan. Mais de l'autre côté, vous avez une Marine Le Pen dont les idées sont des idées d'extrême droite et qui ont toujours des idées d'extrême droite qui ont toujours été dirigées contre tout ce qui n'est pas franco-français. Et pour cela, me semble-t-il que ça représente en tant que tel un danger. Voilà. Une dernière question avant de vous libérer. L'avenir de Fillon et de Mélenchon, c'est une préoccupation majeure de Adia, entre autres personnes, certainement. Oui, professeur. Je crois que si vous voulez, dans cette élection, vous parlez bien sûr de Mélenchon et de Fillon. Je parlerai d'abord de Mélenchon. Mélenchon, un score 19,5, c'est en quelque sorte lui qui a incarné pour les électeurs de gauche, la gauche en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que sans doute son score va lui permettre de faire bouger sa formation politique, véritablement, la grossir en tant que telle, électoralement parlant, et sans doute aussi, lorsque les élections législatives viendront, avoir cette fois-ci un certain nombre de députés et pouvoir, d'une certaine manière, légiférer, ou en tout cas faire en sorte qu'on légifère sur des questions qui jusque-là échappaient ou n'intéressaient pas tellement le Parlement français ou l'Assemblée nationale française. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, de comment dirais-je, de Fillon, c'est la droite. La droite, elle a sans doute échoué. Avec Fillon, sans doute que c'était lui qui était beaucoup plus mis en cause que la droite en tant que telle, et sans doute aussi que la droite, et notamment ce qu'on appelle les républicains, comptent précisément sur les élections législatives et sur la possibilité qu'ils pourraient avoir, si on s'en tient tout simplement aux chiffres ou tout au moins aux statistiques et au nombre de députés sortants qu'ils ont, on peut imaginer que la droite puisse être majoritaire. Ceci dit, il ne faut jamais oublier aussi que quand un nouveau président est élu, il y a une dynamique qui se met en place, et cette dynamique, bon, même s'il n'y a pas derrière Macron, il n'y a pas de formation politique, de parti politique en tant que tel, il peut très bien, sous son égide, en quelque sorte, pouvoir introniser ou pouvoir, bien sûr, apporter son appui à un certain nombre de personnes qui se présenteraient sous une étiquette politique qui serait peut-être celle d'un prochain parti politique appelé à soutenir Macron, tout simplement président de la République. Voilà. Professeur, merci. Merci de votre appel et j'espère que ça apportera quelque chose. Je voulais juste simplement dire une chose qui est importante, me semble-t-il. Allez-y rapidement, professeur. Oui. Qui peut nous intéresser. C'est-à-dire que c'est quand même la défaite des partis politiques traditionnels et l'émergence, vous savez, de candidats, parfois qui vont d'eux-mêmes, qui avancent d'eux-mêmes et qui arrivent à agglomérer autour d'eux disons, des électeurs potentiels et qui sont même amenés, comme c'est le cas aujourd'hui avec Macron, à changer purement et simplement la donne politique. C'est un phénomène qui s'est produit déjà en Afrique. Prenez le cas du Bénin. C'est malheureux, on n'a pas le temps d'échanger avec vous plus longuement. Prenez le cas du Bénin, le nouveau président qui a été élu au détriment des partis politiques traditionnels. Professeur, merci d'avoir été avec nous depuis. Merci encore une fois. Alors, c'était le professeur Albert Bourgi depuis la France. Donc, professeur, nous allons glisser dans les relations entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, il est évident que ce qui se passe ici, l'intérêt que nous portons sur cette élection est certainement le même partout en Afrique. Donc, il y a toujours
ce cordon ombilical, cette dépendance? Comment est-ce qu'on devrait se préparer pour se détacher, ou bien on doit encore s'ancrer dans cette dépendance, positivement parlant, évidemment? Mais merci, mais à mon niveau, je pense que ce cordon, il est coupé, il est naturellement coupé. C'est les élites qui veulent encore le garder, mais ce cordon, il est coupé et il faut qu'il se coupe. Mais moi, je voudrais faire quelques petits commentaires. Par exemple, c'est vrai, sur la question. Vous savez, moi, cette question des partis, elle est extrêmement importante. Quand même, il y a beaucoup de pays qui font des sauts sur l'inconnu. Comme par exemple, aux États-Unis, c'est aussi un saut sur l'inconnu. En Angleterre aussi, c'est un saut. Donc, que les gens acceptent même de sauter sur l'inconnu, c'est une preuve palpable d'une désaffection extraordinaire des appareils politiques, carriéristes, élitistes, et ainsi de suite. Et ça, il faudrait qu'on regarde ça très en profondeur. Et je trouve que c'est salutaire et c'est viable. Et l'autre aspect, même par rapport à la question de l'immigration, vous savez, la question de l'immigration, il y a beaucoup de mensonges un peu. Aujourd'hui, l'immigration, le point le plus important sur l'immigration en France, ce n'est pas l'immigration économique. C'est quoi? C'est les regroupements familiaux, c'est la question des réfugiés, et ainsi de suite. Et même dans les villes ou dans les zones où on vote beaucoup Front National, c'est des villes où il n'y a même pas d'immigrés. Aujourd'hui, on le sait. Le fait de dire que c'est les immigrés qui viennent prendre vos emplois, mais c'est entièrement faux. La preuve, quand on veut, même aux États-Unis, quand on a voulu parler des immigrés, c'est l'industrie qui se lève pour dire qu'il faut le laisser. Pourquoi? Parce qu'on dit que le travail d'immigré est plus flexible, mais deux, on dit quoi? C'est les durs à travail et certains types de travaux qu'ils font que les autres ne font pas. Et il faut le comprendre. Il est prouvé, toutes les recherches le prouvent, que 10% en fin de compte des richesses mondiales sont créées par les immigrés. Mais c'est vrai que c'est un bouc émissaire. Et moi, j'en viens un peu à cette lecture sur ce que le prof Albert Bourdieu disait aussi sur la question de... C'est rafraîchissant qu'on s'éloigne des appareils. Une des erreurs monumentales peut-être de Hollande, c'est d'avoir beaucoup promis et d'avoir fait un ensemble de renoncements. Regardez sur la question de l'inversion de... Bon, ça peut-être c'est indépendant de sa volonté, ça c'est de l'inversion de la coupe du chômage. Et même sur la promotion de Macron, à un moment donné. Hollande disait, mon ennemi c'est la finance. Mais quand il s'est levé, au bout du jour, il a nommé comme ministre de l'économie France un banquier, mais quand même c'était extraordinaire. Donc ça veut dire que... Et ça, pour moi aussi c'est important. Au-delà de la faillite des partis, ce qui me paraît extrêmement important, les citoyens maintenant sont très sensibles aux engagements que les gens font. Quand je compare un peu sur le plan historique, je dis, on donnait à des présidents un mandat, quelquefois un second mandat. Sarkozy, on s'est limité à un mandat. Hollande, avant même la fin de son mandat, il sentait que la désaffection est là. Ça veut dire que les citoyens n'attendent plus. Ils te jugent par rapport à tout ton programme, toute ta campagne, tous tes engagements. S'il y a un ensemble de renoncements, ils te le font sentir et souvent tu peux ne pas avoir besoin d'aller aux élections. La morale de cette histoire, faut qu'on se détrompe. Que le programme là, on peut raconter ce qu'on veut et ainsi de suite, après mettre les gens dans la farine et continuer. Prenez en fin de compte la relation avec ce qui se passe chez nous. Je donne l'exemple du Sénégal. Hollande, même tous les candidats, même ceux qui avaient une lecture assez... qui rejetant même un peu l'euro. Mais l'un des arguments, souvent, ou bien qui demandait une relecture de l'euro. Mais même Mélenchon avait son plan A, plan B, mais dans le plan B, c'était presque un retrait de l'euro. Mais l'un des arguments, c'est que tous ces pactes de stabilité empêchaient aux gens même de pouvoir eux-mêmes développer leur propre pays et créer des emplois, et ainsi de suite, et qui ne seraient pas enfreints dans des rigidités et gérés par des technocrates. Mais regardez la question de l'emploi. Si je fais une petite comparaison, nous avons eu, nous, à l'époque de l'élection du président Macky Sall, la promesse la plus forte, c'était sur la création d'emplois, qui est aujourd'hui une bombe pour ce pays. Mais ce sera, il ne faut pas se faire des illusions, ce sera l'un des éléments sur lesquels il sera jugé. Il ne faut pas se tromper. Donc, Hollande aussi, il y a eu des renoncements extrêmement importants. On peut dire qu'il n'avait pas tous les outils pour faire inverser la courbe de chômage, comme il l'avait promis, mais c'est aussi un élément qui a créé une grande désaffection. Maintenant, pour en revenir à nos relations France-Afrique. La fameuse France-Afrique. Oui, moi je pense qu'elle elle est encore là, à travers certaines élites.
mais elle s'effrite de plus en plus. Je pense que les Africains ont les capacités de créer leur propre Afrique. Nos pays. Mais interrogez la place de l'Afrique dans cette campagne. Est-ce que ça a été un enjeu? Non. La place de l'Afrique n'a pas été un enjeu. Pourquoi dans nos relations avec les autres, la place de l'Europe sera un enjeu? Même si elle a... Et même le discours de Mélenchon sur cette question, Mélenchon, comme l'a dit Barka, est très intéressant sur beaucoup d'aspects. Et surtout que c'est une gauche beaucoup plus forte, beaucoup plus révolutionnaire, et ainsi de suite. Mais malgré ça, dans ce discours, même sur la question de l'immigration, on dit que la gauche a été très molle sur la question de l'immigration. Ils sont partis jusqu'à dire, lui, sa solution, c'est de dire, faisons tout pour que les gens n'aient plus besoin de quitter leur pays. Améliorer les conditions à partir donc, des questions d'environnement, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, c'est assez angélique quand même, à ce niveau-là. Mais je pense que recréons les solutions dans nos propres continents. Alors, justement, nous parlons de solutions, Sanchez. C'est quoi les solutions si déjà vous partagez l'avis du professeur? Ce détachement envisagé ou envisageable par rapport à la France? Alors, avant d'en venir aux solutions, moi j'ai une formule et je trouve qu'elle s'appliquait bien à Hollande et je pense qu'elle va continuer à s'appliquer au prochain président qui sera élu en France. J'ai dit qu'en fait l'échec de l'Afrique fait le bonheur de la France, fait le succès de la France. Et on l'a bien vu avec Hollande. C'est-à-dire que quand ça va mal à l'interne, que rien ne se passe bien, on s'occupe de l'Afrique. Et c'est comme ça pour les présidents français. Et donc la cote de popularité de Hollande est montée après les attentats et lors des interventions en Centrafrique avec l'opération Sangaris et au Mali avec l'opération Barkhane. Et donc voilà, notre déresponsabilisation continue toujours à alimenter les relations incestueuses que nous entretenons avec la France. Donc tant que nous ne prendrons pas nos responsabilités, il n'y aura pas finalement de rupture correcte entre, en tout cas du point de vue du peuple comme le veulent les citoyens africains. Donc je pense qu'avec si Macron est élu, ce sera plus ou moins le statu quo. Je crois que ce ne sera pas quelqu'un qui sera très intéressé par l'Afrique, forcément, ce n'est pas un grand spécialiste de l'Afrique, etc. Mais il a dit quand même une chose intéressante quand il est allé en Algérie, même s'il a fait un rétropédalage. Ça veut dire que l'homme est quelque part un humaniste. Ça, c'est plutôt positif pour lui. Maintenant, il faut savoir qu'il y a les gens, mais il y a toujours aussi l'entourage, le système, des gens qui vont toujours chercher des places, etc. Et c'est ces fameux shadow cabinets-là. Donc, c'est souvent moi, ceux-là qui me font peur. Donc, à quel moment est-ce qu'ils vont commencer à lui vendre des choses parce qu'il y a un lobby fort qui va se faire et tout? Maintenant, pour ce qui est de Marine Le Pen, si elle est élue, parce qu'on est dans des, hypothèses. Si elle est élue, moi, il y a l'expérience de Donald Trump aux États-Unis qui m'interroge. C'est-à-dire que la France est, quoi qu'on en dise, un pays de droit, avec une justice relativement indépendante. Jusqu'à quel point pourra-t-elle mettre en œuvre ses promesses électorales? Est-ce que la France peut vivre aujourd'hui de manière isolée, en ne respectant pas, en tout cas tant qu'ils ne seront pas encore sortis de l'euro, en ne respectant pas les règles de l'Union européenne? Donc elle-même va être très vite confrontée aussi à la réalité du pouvoir, comme Donald Trump. On l'a vu, il a fait un repli stratégique vers ses parlementaires parce qu'il a compris que sans eux, il ne peut pas gouverner. Et donc je pense qu'elle va aussi être très vite confrontée à un certain nombre de réalités. Ses promesses et son discours, son double discours presque mensonger que son père a tenu, qu'elle tient, va vite s'effondrer très rapidement. Et là, les gens vont se rendre compte. Et à ce moment-là, peut-être que l'Afrique sera un vrai sujet pour elle. Et donc, je ne sais pas, la réalité du pouvoir, c'est toujours autre chose. Et donc, je crois qu'il ne faut pas que certains Africains commencent à enjoliver, à idéaliser le discours de Marine Le Pen parce qu'elle nous promet des relations séparées. Moi, je pense que ça pourrait être même pire si jamais elle était élue. Parce que la France-Afrique, ce n'est pas qu'un système, c'est aussi tout un réseau, j'allais dire, de coteries qui est derrière, etc., des hommes d'affaires, etc. Et c'est là où c'est le plus pernicieux. Donc, faisons très attention à tout cela. Alors, Barka, sur la même question. Oui, sur la même question, moi, je pense qu'il appartient aux Africains, aux dirigeants africains particulièrement, de comprendre que l'Afrique est actuellement le seul continent où la France peut encore se donner l'illusion d'être une grande puissance. Alors que c'est un pays en déclin. La France est en déclin depuis plus de 30 ans. Elle essaie encore de se donner les illusions d'un grand pays avec son appareil militaire, sécuritaire, etc. Mais il n'y a que les dirigeants africains qui continuent de prendre autant la France au sérieux. Et même un président assez moderne comme Talon, dès qu'il est venu au Bénin, a
vite fait de rompre avec certaines pratiques. Bon, on ne sait pas s'il va continuer à le faire, mais par exemple, le président africain qui vient, qui dit qu'on n'a pas besoin de Bolloré pour le port, etc., ça, c'est déjà un grand pas. Cela dit, si jamais c'est Emmanuel Macron qui est élu au second tour, il a déjà émis quelques idées assez intéressantes. Charles vient d'en parler, surtout ce qui concerne la colonisation. Il a reconnu pour moi ce qui est une évidence et qui a semblé créer tout un séisme en France en disant simplement que la colonisation, par certains aspects, était un crime contre l'humanité. Bon, les gens de droite lui sont tombés dessus à bras raccourcis. Mais ça dénote, comme Tchatches l'a dit tout à l'heure, que Macron n'est pas dénué d'un sentiment humaniste quand même par rapport à certaines choses et qu'il est un peu plus décomplexé que ses années par rapport à certaines questions très fortes. C'est quelqu'un qui a fait un petit stage au Nigeria quand il a été à l'ENA, mais on ne peut pas dire que c'est un spécialiste de l'Afrique. Tout ce qu'il dit sur l'Afrique, si jamais c'est lui qui a été élu, c'est de revoir, de faire une revue politique et militaire de la présence française en Afrique, etc., qu'il va miser sur les jeunes et la société civile comme partenaire, ce qui sera déjà un grand pas. Mais fondamentalement, pour moi, il ne faut pas se faire d'illusions. Le grand capital, les grands capitaines d'industrie français, le président français, que ce soit Hollande, Chirac, Sarkozy, c'est le premier VRP de la France. Le voyageur représentant... Voilà, c'est le premier qui amène les businessmen. Et ça, on ne peut pas reprocher à un président d'essayer d'être le porte-voix des hommes d'affaires de son pays, du privé national. On aimerait bien que nos dirigeants eux-mêmes aient cette attitude-là. Donc fondamentalement, que si Macron est élu, parce que je n'ose même pas parler de l'hypothèse Marine Le Pen. Hein. Bon, je reste très très prudent parce que tout peut advenir, parce que pour moi, une Marine Le Pen qui devient présidente de la France, on est quasiment certain qu'on va assister à l'intérieur de la France à une sorte de guerre civile. C'est clair, ce sera dramatique. Il y a déjà des fonctionnaires de très haut niveau, des juges, qui ont dit qu'ils refuseront de servir dans un État dirigé par Le Pen. Donc je ne parle même pas de nos cousins Modou ou mes parents Sarok Foulé, la communauté africaine ou Halpoulard qui sont là-bas, qui risquent de revenir. Donc je préfère m'en limiter à l'hypothèse où ce serait Macron qui serait président. Parce que Marine Le Pen, c'est autre chose. Alors, on fait signe qu'on n'a plus assez de temps. Alors, Moustapha Gueye, très rapidement, sur cette même question, avant de faire un tour de table pour boucler les relations France-Afrique, cette fameuse France-Afrique. Oui, vous savez, très rapidement. D'abord, que les Français m'excusent, mais je suis en droit de me poser la question, est-ce qu'ils savent souvent élire un bon président? À chaque fois qu'ils nomment quelqu'un, ils sont au regret de l'avoir porté au pouvoir. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, et cette fois-ci, ça a été le cas pour l'actuel président français. Je ne dis pas que le peuple français doit aller à l'école de l'électeur, c'est-à-dire apprendre à nommer un bon président. Mais je suis un peu dubitatif et méfiant et même sceptique. Un sentiment de scepticisme lié au fait que la plupart de ces jeunes leaders français qui sont arrivés au firmament de leur gloire au niveau politique, comme Macron, moi, mon inquiétude, mon appréhension, ma peur, ma crainte, c'est que c'est des jeunes qui n'ont aucun lien affectif avec l'Afrique. Ils n'ont aucun lien historique avec l'Afrique. Bon, on me dira tant mieux, on va couper le cordon ombilical avec l'Afrique, mais dans ce contexte actuel, on ne peut pas couper avec la France, c'est pratiquement impossible. C'est un infantilisme que nous autres Africains nous avons, mais on ne peut pas rompre avec la France, ce n'est pas possible, parce que la France a les outils, les mécanismes de nous accompagner dans différents domaines. Maintenant, il faudrait changer de stratégie, c'est-à-dire partenariat gagnant-gagnant. Et j'ai tout à l'heure dit que même si le président Macron devenait, s'il devenait président de la République, il faut qu'il fasse des coups de rattrapage parce que la France a perdu de sa part de marché en Afrique. Voilà. Professeur, alors, on est coincé par le temps. Il va falloir être un peu précis. Si on vous demandait de demander à la France, au Sénégal, de rectifier par rapport au nouveau régime qui va s'installer, ce serait quoi? Là, c'est le Sénégal et la France. Ce n'est plus la France-Afrique, mais Sénégal et France. Moi, je pense que la France est dans son droit et dans son rôle. C'est au Sénégal de rectifier. Qu'est-ce qu'on aurait... Allons-y, on peut Qu'est-ce qu'on devrait rectifier présentement? Vous avez vu, dans le débat de la campagne en France,
même s'ils ont parlé de l'étranger, c'était pour des motifs domestiques. S'ils ont parlé de la situation de l'Union européenne, c'était pour régler les questions en France. S'ils parlent d'immigrés, c'est pour régler les questions en France. Mais nous, jusqu'à quand on ne s'intéressera pas à régler nos questions? Je donne un exemple. Tous ces candidats-là, qu'est-ce qu'ils soient, quand ils viendront, ils feront la promotion des entreprises françaises. C'est ça la réalité. Comment nous, on peut, encore une fois, continuer à privilégier les acteurs économiques français au détriment des acteurs économiques du Sénégal? C'est la réalité. Souvent, on me dit, oui, il peut s'avérer que peut-être pour la même prestation, ils ont une qualité beaucoup plus importante. Moi, je préfère une qualité moindre, mais allons-y donc chercher l'administration française parce qu'elle est plus performante que notre administration. Je dis, il faut qu'on s'intéresse à ces pays qu'il faut construire. Et les construire, c'est privilégier nos intérêts. Ne pas faire d'une obsession notre relation avec la France. Pas être dans un isolationnisme, non, pas du tout. Ils commercent comme tout le monde. Nous allons commercer comme tout le monde. Les pays africains ont des choses à faire prévoir. Tout le monde sait que dans l'avenir, la croissance sera en Afrique. Mais il faudrait qu'elle nous profite. Il faut qu'elle profite aux Africains. Et ça, c'est une interpellation des élites et surtout des acteurs politiques qui sont aux commandes de nos nations. Je pense que ce complexe-là doit carrément cesser. Le Sénégal, le Bénin, le Mali, tout le monde commercera. Vous chercherez vos meilleurs intérêts. Si c'est la Chine qui satisfait l'intérêt, on y va. Si c'est l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Si c'est le Mali. Si c'est la Gambie, pareil. Pourquoi pas? Et voilà. surtout moi, ce que je dirais, essayons de créer, sur le plan géographique, ayons d'abord nos amis naturels avant de chercher d'autres amis. Nous avons des voisins qui sont nos amis, qui doivent être nos amis. Je pense que c'est ça quand même la lecture. Charles, la même question. Vous auriez proposé quoi comme changement radical par rapport à la France, Sénégal et France? Je pense que le professeur a dit l'essentiel. Mais je crois que sur la relation entre la France et le Sénégal, du point de vue sénégalais, il y a deux positions qui sont face à face. L'une consiste à dire qu'il nous faut une séparation brutale avec la France, etc., un peu extrémiste. Et une autre qui pense que nous avons vocation à naturellement cheminer avec les Français. Moi, je pense qu'il faut avoir une relation il faut avoir une position du juste milieu, décomplexée. Nous sommes des Sénégalais, ce sont des Français. Vous estimez qu'il y a un sentiment de complexe? Vous estimez qu'il y en a? Moi je crois que c'est ça. Et il faut sortir de ce sentiment de complexe-là. Ils sont Français, nous sommes Sénégalais. Ils ont des intérêts, nous avons des intérêts, et bien chacun n'a qu'à poursuivre ses intérêts. Maintenant, si nos intérêts se rejoignent, il faut que les choses soient gagnant-gagnant, quoi. C'est aussi simple que ça, et il faut qu'on arrête tout le temps de penser que si nous ne sommes pas dans de bonnes dispositions avec la France, il risque de nous arriver des malheurs. Je veux dire que l'indépendance, ce n'est pas cela. L'indépendance, c'est aussi de prendre des risques. Alors, voilà. Vous prenez quoi, Barka? Déjà, est-ce qu'il y a le constat du complexe? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut changer automatiquement, très rapidement? Qu'on passe de relations historiques à des relations moins hystériques. Voilà, donc ce sera le mot de la fin. Cette phrase de Barka qui boucle ce débat que nous vous avons proposé pour les besoins de la présidentielle de la France. 10e sous la 5e République, 47 millions de Français sont allés exprimer leur vote et la tendance est la suivante, c'est l'information majeure. Pour ceux qui nous ont pris en cours, Macron 23,7%, Marine Le Pen 21,7%. Donc ce sera ce duo qui va aller au second tour pour connaître le futur président de la République française qui va succéder à François Hollande. Nous avions sur ce plateau le docteur Oumar Cissé. Merci d'avoir été avec nous. Moustapha Gueye, chercheur et chroniqueur. Charles Sanchez, qui est également professeur. Barka Ba, journaliste, consultant maison. Moi-même, Papis Diaw, qui vous a présenté ce débat. Toute la régie, merci. Et toute l'équipe qui a coordonné ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal et excellente suite des programmes sur la TFM. Et bonne soirée à tous. Merci.